Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le 15e sommet des BRICS s'est ouvert ce mardi 22 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un développement économique équilibré et l'ouverture à d'autres pays membres est au cœur des discussions de ce bloc des 5. Vous aurez plus de détails dans ce journal. En Libye, après plus d'une décennie de scission, la Banque centrale a annoncé sa réunification ce dimanche 20 août. Cette réunification est considérée comme une étape majeure vers la résolution du conflit libyen et la construction du pays. Et en fin de journal, direction le Maroc à la découverte de la grande médiathèque de l'Aïoun, un joyau architectural estimé à environ 86 millions de dirhams qui a pour mission de promouvoir la culture du livre. Le 15e sommet des BRICS s'est ouvert ce mardi 22 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Parmi les principaux dossiers étudiés, il y a l'idée de créer une nouvelle monnaie commune pour à terme détrôner le dollar. Autre point important, l'élargissement de ce bloc à d'autres pays membres. L'ambition de cette organisation est de faciliter un développement économique équilibré pour faire face au bloc occidental. Plus de 40 pays ont déjà exprimé leur intérêt à les rejoindre. Le bloc, qui produit un quart de la richesse mondiale, œuvre pour une économie rééquilibrée et une politique mondiale multipolaire. À l'ouverture de ce sommet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rappelé que le but principal des BRICS est de développer et le développement multilatéral. Je vous propose de l'écouter. Africa is a continent of great opportunity in industrialization process in a variety of sectors. This continent is L'Afrique est un continent qui offre de grandes opportunités dans le processus d'industrialisation dans divers secteurs. Ce continent est riche en minerais essentiels qui assureront la réussite des entreprises au XXIe siècle. Le continent possède des ressources en lithium, vanadium, cobalt, platine, palladium, nickel, cuivre, minerais de terres rares et bien d'autres encore. Ce sont ces minerais qui sont le moteur de l'activité mondiale. Les pays africains ont clairement indiqué que les investisseurs de choix sont ceux qui viendront investir sur notre continent, mais qui traiteront également leurs ressources ici, près de la source, afin que les pays africains n'exportent pas leurs matières premières, mais des produits finis. Export rock and sand, but export finished products as we would like to do. Au Niger, la CEDEAO a rejeté la proposition de la junte au pouvoir. Les militaires prévoient une période de transition de 3 ans pour rétablir la démocratie. Une proposition jugée inacceptable par Abdel Fattah Moussa, le commissaire aux affaires politiques et à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, ce lundi 21 août. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a rejeté la proposition d'une transition de 3 ans au Niger suite au coup d'État militaire qui a renversé le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Une annonce faite le 21 août 2023 par Abdel Fattah Moussa, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, qui juge la proposition inacceptable. Une période de 3 ans de transition est inacceptable. Nous voulons que l'ordre constitutionnel soit restauré le plus rapidement possible. Nous ne parlons même pas d'1 an. Elle devra être beaucoup plus courte que ça. Samedi 19 août 2023, une délégation de la CEDEAO est à Niamey pour trouver une solution pacifique à la crise. Le nouvel homme fort de Niger, le général Abdourahmane Tchiani, a déclaré que la junte allait lancer un dialogue national en vue d'une transition démocratique qui ne devrait pas durer plus de 3 ans. Cependant, la CEDEAO a fermement condamné le coup d'État et a demandé un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. L'organisation régionale avait initialement fixé un ultimatum d'1 semaine à la junte pour rétablir l'ordre constitutionnel, menaçant sinon d'une intervention militaire dans le pays. Au fil des jours, le spectre de la guerre s'éloigne et la diplomatie s'embourbe. Tout le monde stagne. Alors que aujourd'hui, il faut évoluer dans la lecture de la situation au Niger pour regarder
à la souffrance des populations et prendre des mesures diligentes pour que cette population ne souffre pas des affres de ces sanctions imposées. Et c'est tout le droit légitime, le droit humanitaire qui doit s'exprimer ici, afin que demain, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ne soit pas comptable de la famine ou des victimes que ces sanctions pourront faire dans la population du Niger. Je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Le Niger est confronté à de nombreux défis, notamment l'inflation, l'insécurité et les tensions ethniques. La CEDEAO a souligné l'importance de la stabilité politique et de l'unité nationale pour faire face à ces défis et exhorter toutes les parties à s'engager dans un dialogue pacifique pour trouver une solution. La communauté internationale, y compris l'Union africaine, les Nations unies, a également exprimé sa préoccupation et son soutien à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le Burkina Faso se dit prêt à défendre le Niger en cas d'agression de la part de la CEDEAO. Le pays a également menacé de se retirer de la CEDEAO si l'organisation régionale venait à mettre en exécution cette éventuelle intervention militaire. Pour rappel, le Mali et le Burkina Faso ont décidé vendredi dernier de déployer des avions de combat dans le pays, un sujet de Marcel Kouassi-Amoa. Le Burkina Faso menace de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, si celle-ci intervenait militairement au Niger. Membres de la CEDEAO, le Burkina Faso et le Niger entretiennent d'excellentes relations de coopération. En proie au terrorisme, les deux pays mènent régulièrement des opérations militaires conjointes le long de leurs frontières communes. Au lendemain de l'annonce des sanctions de la CEDEAO contre le régime au pouvoir au Niger, le Burkina Faso avait jugé ces sanctions inhumaines. Dans un entretien accordé à l'agence de presse russe RIA Novosti, Kassoum Koulibaly, ministre burkinabé de la Défense, a réaffirmé le soutien de son pays au Niger face à l'agression, mettant en garde contre l'intensification des activités des groupes terroristes dans la région si le Niger tombe dans le chaos. L'agression, nous l'attendons. De toute façon, nos chefs d'État l'ont déclaré. Nous sommes prêts à soutenir le Niger. Nous sommes même prêts à nous retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest parce que nous trouvons qu'il ne serait pas logique qu'au sein d'une communauté faite pour que nous vivions ensemble, nous commencions à nous créer des embarras inutiles. Quelques jours après le début du coup d'État mené par le CNSP au Niger, la CEDEAO a brandi puis exécuté la menace de sanctions massives contre le pays. Alors que les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO s'étaient réunis le 17 août dernier à Accra pour discuter d'une éventuelle intervention militaire au Niger, la force en attente pourrait mobiliser plus d'1 millier d'hommes. Selon les observateurs, cette réaction du Burkina Faso risquerait de fragiliser la communauté économique régionale. Face à un monde multipolaire, le Burkina ne pourra pas, sur le plan diplomatique, faire entendre sa voix seul. Et économiquement, le pays des hommes intègres serait fragilisé en sortant de cette dynamique sur-régionale. Même si, reconnaissons-le, le passage à l'acte, c'est-à-dire le Burkina en sortant de la CEDEAO, serait apprécié par les opinions panafricaines, mais les conséquences seraient quand même désastreuses pour le pays lui-même. Pour le Burkina Faso, si la CEDEAO a la capacité de mobiliser une force militaire, elle devrait prioritairement venir à la rescousse dans la lutte contre le terrorisme dans ses États membres. Parallèlement à Abdoulaye Seydou, le chef du M62, une coalition de la société civile a appelé la France à retirer ses troupes du Niger. Ces déclarations ont été faites lors d'une conférence de presse à Niamey, la capitale, ce mardi 22 août. Le M62 est un mouvement créé il y a 1 an. Il réclame le départ définitif des forces étrangères. Pour rappel, suite au coup d'État militaire du 26 juillet dernier, le mouvement avait appelé à manifester devant l'ambassade de France à Niamey en soutien aux putschistes. Il avait également mis en garde la CEDEAO contre toute intervention militaire au Niger, exigeant le départ immédiat des troupes françaises, environ 1500 militaires, sans compter les membres des forces spéciales, sont présents au Niger. Ils constituent un pivot du dispositif anti-djihadiste français au Sahel depuis leur départ du Mali en 2022.
Le 3 août dernier, la junte au pouvoir avait dénoncé et rompu 5 accords de coopération militaire avec Paris. Dans le reste de l'actualité, après près d'une décennie de division, la Banque centrale de Libye a annoncé ce dimanche 20 août sa réunification. Cette réunification intervient suite à une réunion à Tripoli entre le gouvernement de la Banque centrale, Sadek El-Kabar, et son adjoint Marie Raïl. Amenedji nous donne plus de détails dans ce reportage. Après près d'une décennie de divisions et de conflits, la Banque centrale de Libye a été réunifiée. Une réunion élargie s'est tenue dimanche 20 août 2023 au siège de l'institution à Tripoli, annonçant cette unification réalisée grâce aux efforts diplomatiques et aux négociations menées par les parties libyennes avec le soutien de la communauté internationale. Cette réunification des deux banques centrales est une étape décisive au retour à la normalisation de la vie économique en Libye, qui avait été contrariée par cette initiative de l'OTAN en 2011 à l'époque et qui a remis en cause les fondements économiques de cet État africain. Il est donc évident aujourd'hui que la Libye va entamer une phase de reconstruction qui va exiger alors une politique économique tout à fait stable. Et tant que ces banques centrales en réalité seront différentes, toutes les problématiques liées au stock des réserves de change à l'étranger pouvant être des garanties dans le cas de l'exploitation du pétrole ou du gaz libyen ne pourront pas réellement se réaliser dans un bref temps. La division de la Banque centrale a été l'un des principaux obstacles à la stabilité économique de la Libye. Depuis 2014, le pays avait été confronté à une situation chaotique marquée par la présence de deux banques centrales rivales, l'une basée à Tripoli dans l'ouest du pays et l'autre à Benghazi dans l'est. Ceci avait entraîné une fragmentation de l'économie et un affaiblissement du système bancaire. Les deux banques centrales émettaient leur propre monnaie et menaient des politiques monétaires indépendantes, contribuant ainsi à l'hyperinflation et à la dépréciation de la monnaie nationale qu'est le dinar libyen. La Banque centrale libyenne est l'une des banques les plus structurées en Afrique en 1999 et en 2001. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle la Commission de l'Union africaine avait déjà mandaté cette banque de pouvoir conduire le schéma de création de la monnaie unique à l'époque. Ce sont des périodes qui rappellent beaucoup de souvenirs, qui montrent également que la descente aux enfers que cette banque centrale a connue depuis quasiment une décennie. Donc, cette réunification pourra peut-être permettre, pourquoi pas, à cette banque centrale de pouvoir alors reprendre ce vieux rêve qu'est d'enlever une monnaie unique africaine en réalité. Les efforts de médiation de l'ONU et la volonté des parties libyennes de trouver une solution à un accord de réunification de la Banque centrale ont abouti. Les deux branches de la Banque centrale sont désormais intégrées en une seule institution avec un siège à Tripoli. Les responsables de la Banque centrale ont également convenu de coopérer étroitement pour restaurer la stabilité économique du pays et relancer les secteurs clés tels que le pétrole et les services financiers. À la page culture, estimée à environ 86 millions de dirhams, la grande médiathèque de l'Aïoun est un nouveau joyau architectural pour le Maroc. Le site de plus de 20 000 m² comprend notamment un auditorium d'un espace environ 450 places. Cet espace culturel a pour mission de promouvoir la culture du livre et de rendre accessible la lecture. Un reportage de Samantha Saberou Saboubanga. La grande médiathèque de l'Aïoun, ouverte le 29 juillet 2023, a mobilisé un investissement de 86 millions de dirhams. Destiné au grand public comme aux chercheurs, ce joyau architectural propose des ouvrages ayant trait à différentes thématiques pour promouvoir la culture dans la ville de l'Aïoun. La commune de l'Aïoun avait lancé un appel à manifestation d'intérêt pour enrichir la bibliothèque d'ouvrages conformément aux aspirations des personnes intéressées par la culture et demande exprimée via le portail de la commune réservé à cet effet. C'est une grande bibliothèque de 12 000 m3. Ça va être un phare de connaissances. S'étalant sur une superficie de 23 500 m², dont 5 500 m² couverts. La nouvelle médiathèque de l'Aïoun comprend notamment un auditorium d'une capacité d'environ 450 places, une salle de lecture, une vidéothèque, une galerie d'exposition, un espace réservé à la presse et une salle multimédia. La librairie municipale de l'Aïoun a pour mission de promouvoir la culture du livre et de rendre la lecture accessible à tous.
Nous sommes très heureux d'inaugurer la nouvelle médiathèque de l'Ayoun. Les ouvrages disponibles couvrent différents domaines, de la médecine à l'histoire, en passant par l'économie et les sciences sociales. La librairie municipale deviendra un lieu incontournable pour les amoureux de la lecture à l'Ayoun. Pour les habitants de cette ville, l'ouverture de la médiathèque ouvre de nouvelles opportunités de divertissement et d'apprentissage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.